Bonjour Thierry Soucard. Bonjour. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous parce que vous avez fourni une recherche très très minutieuse en fait sur le lait. Vous avez écrit un livre qui a fait un grand succès et qui fait toujours un grand succès qui s'appelle Lait, mensonges et propagande. Alors c'est la deuxième édition de ce livre-là et en fait j'aimerais démarrer cette interview à vous demander qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis cette première édition qui est apparue en mars 2007. Alors, ce qui s'est passé, deux choses. D'abord, comme vous le savez, la science avance. Ce livre, c'est au-delà de la qualité, enfin, du type d'écriture qui est toujours chez moi, un petit peu sarcastique sur certains sujets, sur certains points. Ce qui caractérise mon travail quand même, c'est la recherche, c'est la rigueur. En tout cas, le maximum de rigueur. J'essaie de mettre le maximum de rigueur dans ce que je fais. Et évidemment, la lecture des données scientifiques, les entretiens avec les chercheurs. Donc, ce qui s'est passé, comme pour tous les sujets de la science, et notamment de la nutrition, ce qui se passe, c'est que quand même la science avance, tous les mois, de nouvelles études apparaissent. Et entre la première édition et la deuxième édition, il y a de nouvelles données. Alors, heureusement pour moi, ce sont des données qui vont dans le sens de la première édition, donc ils confortent ce que je disais. Et puis, il s'est passé aussi une chose qui était importante, c'est qu'à la suite de la première édition, il y a eu des réactions de l'industrie agroalimentaire, ou Voilà. plutôt, on va dire, de chercheurs qui se présentent comme des chercheurs indépendants, appartenant à l'INRA ou à d'autres institutions, qui en fait travaillent main dans la main avec l'industrie agroalimentaire et qui sont venus dire ce qu'ils pensaient, en général pas du bien de ce que j'avais écrit, amenant un certain nombre d'arguments qui d'ailleurs étaient parfois intéressants, qu'il était intéressant de relever. Et dans la deuxième édition, j'ai voulu aussi, bon, non seulement rendre compte des nouvelles données, mais également répondre à ces arguments, et puis répondre aussi aux questions des gens qui avaient lu le premier livre et qui avaient des questions auxquelles j'avais pas pensé répondre. Voilà. Parce que ça bouscule quand même de faire une telle recherche. Vous avez fait il y a plus de 250 références, je crois, à différentes. Alors vous citez beaucoup Harvard Oui, et c'est une synthèse des données scientifiques. Il y a pas, c'est pas exhaustif, bien sûr. Il y a infiniment plus de références dans le domaine, mais j'ai pu faire ce travail justement parce que depuis des années, je suis en contact avec les gens de l'école de santé publique de Harvard à Boston. Et ce sont eux, je crois, les premiers qui ont commencé à dire attention, tout ce qu'on vous raconte sur les laitages, il y a à boire et à manger, hein, littéralement. Donc, le principe de ce type d'exercice, c'est pas de dire les laitages, c'est pas bon pour vous, n'en mangez pas, c'est dangereux, c'est du poison. Ça, c'est le discours que les gens qui critiquent mon travail essaient de me faire tenir. Mais c'est de dire les laitages, ils ont leur place dans notre alimentation. C'est le discours autour des laitages qui pose problème. C'est-à-dire essayer de nous faire croire finalement qu'ils sont indispensables, qu'ils sont parés de toutes les vertus, qu'ils vont régler tous les problèmes de la Terre. Bon, c'est ce discours-là qui, au bout d'un moment, est absolument déconnecté des données scientifiques. oui, parce que vous-même vous appréciez un petit verre de vin, un bout de fromage. Il y a rien d'embêtant d'apprécier ces petites choses. Ce que vous dénoncez par contre, c'est ce côté 3-4 doses de laitage par jour. Là, il y a problème. Il y a eu amplification depuis des années des quantités qu'il nous faut à notre corps pour vivre sainement. Oui, totalement. C'est exactement le but, c'est l'esprit dans lequel j'ai écrit cet ouvrage. Décomplexer les gens, à la fois sur le fait de consommer des laitages s'ils aiment ça et s'ils les tolèrent, hein, évidemment il faut les tolérer, et puis et s'insurger, s'insurger c'est le mot, contre les directives, non seulement officielles, les 3 4 laitages par jour, qui ne reposent sur rien. Le problème c'est ça, c'est-à-dire quand on fait un peu de science, on aimerait bien quand même que le discours colle à la réalité. Et puis, ce discours qui est repris évidemment par l'industrie laitière. Alors, on ne sait pas très bien, c'est comme la poule qui a fait l'œuf, on ne sait pas très bien si l'industrie qui a commencé par dire ça
et les nutritionnistes qui l'ont repris, ou vice-versa, ou les deux, parce que les deux, en général, ils sont très proches les uns des autres. Mais enfin bon, en tout cas, le discours, il est là. Ouais. En tous les cas, il y a des lobbies laitiers qui sont derrière tout ça et clairement, il y a un budget qui est énorme, le budget publicitaire est énorme et qui nous fait croire qu'on aurait besoin de tant de laitage, mais finalement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, non. Encore une fois, modération, mesure. Manger un peu de fromage, c'est très bien. Et surtout des fromages fermiers, hein, ça fait travailler les petits producteurs plutôt que les grosses multinationales. Et puis, euh, et puis pour le reste, eh ben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crise du calcium, on va pas s'effriter sur place si on mange pas nos 3 ou 4 laitages par jour. J'ai eu envie de dire ça aux gens. À partir du moment où vous avez une alimentation relativement équilibrée, vous faites attention, vous mangez plus de fruits, plus de légumes, qui sont les recommandations officielles d'ailleurs. Faut quand même pas, faut pas s'affoler. Voilà, pas Mais de panique. comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là ces 50 dernières années avec une qualité de lait qui est moindre, qui est plus la même, et puis arriver à en consommer autant? Eh bien, les progrès de la technologie ont permis, à partir des années 1910, 1920, 1930, de bien conserver cet aliment, qui était un aliment qui posait problème parce que il tournait, parce qu'il était vecteur de bactéries, parce qu'il apportait lui-même des problèmes de santé. À partir du moment où on a pu le réfrigérer, le conserver, le transporter, bon, ces problèmes ont disparu. Et là, une industrie s'est créée, surtout aux États-Unis au début, et elle a surfé sur l'idée de cette blancheur immaculée. Et puis évidemment, c'est le premier aliment que l'être humain rencontre, le lait. Mais c'est le lait de sa maman, c'est pas le lait de la vache, Mm. ni le lait de la chèvre. Et donc il y a eu cette espèce de d'ambiguïté sur le caractère nourrissant, nutritionnel, et sur le caractère indispensable. Très rapidement aux États-Unis, par exemple, dans les années 1930, on a commencé à entendre les producteurs de lait dire ah ben les enfants, une fois qu'ils ont été sevrés du lait de leur maman, eh ben le moment est venu de passer au lait de mammifères. Et là, une industrie s'est développée de manière spectaculaire. D'abord, comme je le raconte dans mon livre, aux États-Unis, ensuite en Grande-Bretagne et ensuite en France. Et elle est devenue incontournable. Parce que mes parents, par exemple, se souviennent du verre de lait qui était servi à l'école. C'est ça, avec du sucre, en fait. Ça démarrait comme ça, Oui, après la ça a guerre. démarré avec, voilà, on a gardé l'idée du lait, du souvenir du lait, mais c'était du lait sucré. Et dans l'esprit de Pierre Mendès France, qui était à l'origine de cette mesure, il s'agissait non seulement de donner aux enfants un aliment que les médecins à l'époque jugeaient particulièrement bien équilibré, notamment sur le plan des protéines. Il faut savoir qu'on sortait de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et l'agriculture européenne s'est reconstruite sur un modèle de l'agriculture américaine. Je le raconte dans le livre. Et pour les Américains, ce qui était important à l'époque, c'était pas trop les vitamines, tout ça, c'était d'avoir des protéines et de l'énergie. Alors, il fallait des protéines et de l'énergie. Donc, les protéines, il y en avait notamment dans le laitage, dans la viande, et puis l'énergie, il y en avait dans le sucre. On pensait que les enfants, s'ils n'ont pas de sucre, ils passent la journée couchés dans un coin d'une maison. Ça, c'est vraiment les gens qui ont observé les enfants. On sait très bien que c'est complètement idiot de donner du sucre à des enfants. Et donc, voilà, donc on a mis en place en France, avec Pierre Mendès France, le verre de lait sucré à l'école et dans les casernes. Et dans les casernes, c'était notamment censé lutter contre la consommation d'alcool qui, il faut le dire, était assez élevée. Hmm. On pensait que c'était une antidote. Mais faut pas oublier non plus que dans l'esprit du législateur et dans l'esprit des membres de ce gouvernement, il s'agissait aussi de faire tourner l'économie. C'est-à-dire qu'on utilisait les écoliers français comme des voies de consommation d'une production laitière et betteravière dont il fallait bien ne pas accumuler les stocks. Oui, parce que ça représente beaucoup de lait, tout ça, si on en sert à tous ces petits jeunes, et puis c'est des futurs consommateurs. Voilà, on crée une habitude de consommation hein, sur le lait, puis sur le sucre, et on se garantit comme ça pendant des décennies que les gens vont continuer et amplifier même cette consommation. Ce qui s'est passé d'ailleurs en France. Hmm.
Et donc en fait, ce que vous expliquez aussi, c'est que en tant que petit, on en a besoin parce que c'est là où on se développe, on a besoin de ce lait-là pour grandir, mais jusqu'à 3 4 ans. Après, on n'en a pas forcément besoin dans les quantités qu'on nous explique. Voilà, c'est le premier aliment de l'enfance, c'est celui qu'on devrait tous rencontrer lorsqu'on est, c'est-à-dire qu'on devrait être allaité par notre maman, parce que c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité depuis les origines, c'est-à-dire depuis que nous sommes primates, c'est-à-dire depuis une centaine de millions d'années. Euh, mais à partir de l'âge de 3 ans, en moyenne, dans l'espèce humaine, hein, c'est 3 ans à peu près, on ne produit plus l'enzyme qui permet de digérer le sucre du lait, qu'on appelle le lactose, et donc il y a cette empreinte génétique dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, qui fait que nous ne sommes plus faits pour consommer du lait, y compris du lait de notre maman, après l'âge de 3 ou 4 ans. Donc voilà, ça c'est la réalité génétique pour laquelle nous sommes faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne consomme pas de lait, après l'âge de 3 ou 4 ans, notamment de lait de vache ou de lait de chèvre, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout va bien. Il n'y a pas de problème. C'est le cas de 75% des habitants de la planète. C'est le cas de 75% des habitants de la planète, notamment en Asie et en Afrique, depuis 7 millions d'années. Depuis 7 millions d'années au Cambodge, on ne consomme pas de lait de vache. Ça n'a pas empêché l'espèce humaine d'être là où elle est. Donc ça serait quand même assez aberrant qu'on découvre qu'un aliment apparu dans l'histoire de l'humanité il y a 10 000 ans seulement soit indispensable à la survie de l'espèce. Vous voyez le raisonnement? Donc lorsqu'on met les pieds par terre de manière très sensée et qu'on a un raisonnement de bon paysan, de bon sens, déjà il y a des choses qui vont pas. Et dans des, comme vous dites, en Asie et dans des îles japonaises comme Okinawa, c'est ça? Il y a des personnes qui vivent centenaires sans boire du tout de laitage? Voilà, donc la partie de la planète où l'on vit le plus longtemps au monde, c'est l'archipel d'Okinawa, au large du Japon. Et lorsqu'on regarde l'alimentation des habitants d'Okinawa, on s'aperçoit que c'est un régime sans laitage, comme le régime de beaucoup d'Asiatiques. Et voilà un exemple parfait d'une population qui vit extrêmement longtemps, qui se développe parfaitement bien et qui ne connaît pas, en tout cas pour les personnes qui ont connu ce régime alimentaire, parce qu'il est en train de changer malheureusement, puisqu'à Okinawa, il y a des bases militaires américaines, et donc arrive avec les bases américaines le modèle américain de consommation. Mais en tout cas, pour les plus âgés des Okinawans, on a ici l'exemple parfait que les laitages ne sont absolument pas un passage obligé. Encore une fois, on peut en consommer, il n'y a pas de problème, on peut en consommer plutôt avec modération, mais si on n'en consomme pas, tout va bien. Et on peut trouver ce calcium-là dans d'autres choses que le lait. Alors, d'abord, l'histoire du calcium, c'est une création de l'industrie laitière. D'accord. Un os, c'est fait de centaines de substances. Il y a du calcium, mais il n'y a pas que du calcium. D'abord, il y a du collagène. Pour que le calcium se dépose sur le collagène, il faut qu'il y ait du collagène. Si vous n'avez plus de collagène, vous avez beau bouffer du calcium, il ne sert à rien. Par ailleurs, on ne peut pas réduire l'os à sa teneur en calcium. C'est comme si on réduisait le cerveau à sa quantité de glucose, à la quantité de glucose qui est consommée chaque jour. Et qu'on dise, il faut du glucose pour faire fonctionner le cerveau, donc les gens qui consomment plus de glucose sont plus intelligents que les autres. Donc ce genre de raisonnement est complètement idiot. Mais il sert évidemment les intérêts de l'industrie laitière, parce que vous avez un message extrêmement simple, calcium égale os, donc plus de calcium égale plus d'os. Évidemment, si c'était aussi simple, la biologie et la science, on saurait depuis longtemps guérir le cancer, Alzheimer, le diabète, etc. Donc c'est infiniment plus compliqué que ça. Donc le calcium, il en faut, il ne faut pas en manquer, mais si vous consommez une alimentation naturellement variée, équilibrée, avec notamment des fruits et légumes qui sont de bons pourvoyeurs de calcium, il n'y a pas de problème d'apport en calcium. Et deuxièmement, ça n'est pas la quantité de calcium qui joue le plus grand rôle sur la qualité de l'os. Il y a toute une myriade de facteurs qui entrent en ligne de compte, depuis l'inflammation par exemple, en passant par la vitamine C. La vitamine C sert à faire du collagène. On pourrait tenir le même discours. Les fabricants d'oranges pourraient dire
bouffez des oranges. Si vous bouffez pas d'oranges, vos os ils vont se casser en deux. Donc, ça serait aussi ridicule de tenir ce discours-là. Donc du calcium, il en faut, mais il faut aussi le fixer. Et dans Les mensonges et propagande, j'explique ce mécanisme de fixation du calcium que même les médecins nutritionnistes connaissent pas ou très mal, et qui est lié à ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire la capacité du corps à se débarrasser d'éléments qui sont des éléments acidifiants, qui sont des acides en fait, et qui vont faire en sorte qu'on va aller puiser du calcium osseux sur un mécanisme. Bon, si vous voulez que je l'explique, je l'explique, mais sinon, il faut retenir que le calcium, il suffit pas d'en consommer en grande quantité, il faut le fixer, sinon vous pissez du calcium, ça sert à rien. Et plus on mangerait de laitage, et moins on fixerait ce calcium en plus. Alors voilà, c'est-à-dire que plus vous mangez d'aliments acides,